Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La COP29 se poursuit à Bakou, en Azerbaïdjan. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, sont au chevet de la planète Terre. La 29e conférence des partis sur le climat a officiellement démarré. Le vice-président ivoirien a fait une déclaration au nom du chef de l'État, Temoko Melet-Kone, appelle à agir rapidement et collectivement contre le réchauffement climatique. Et en Côte d'Ivoire, le Forum de la diaspora ivoirienne concentre l'attention. L'édition 2024 a démarré ce matin à l'initiative du Sénat. L'objectif est de mettre en place les mécanismes d'accompagnement pour faciliter les projets d'investissement. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, appelle à rendre les collectivités territoriales plus attractives. La République est solidaire des familles des victimes du tragique accident survenu dimanche dernier à quelques kilomètres de Gagnoa. Le bilan fait état d'une vingtaine de morts et 9 blessés. La ministre Miss Belmondo Dogo s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation des blessés et exprimer la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Un drame est survenu dans une prison en Équateur. Pas moins de 15 détenus ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessés lors de nouveaux affrontements entre bandes rivales. Les prisons équatoriennes sont le théâtre d'affrontements entre des gangs rivaux de trafiquants de drogue qui ont fait plusieurs morts depuis 2021. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La COP29 se poursuit à Bakou, en Azerbaïdjan, et plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, sont au chevet de la planète Terre. La 29e conférence des partis sur le climat a officiellement démarré. Et le vice-président ivoirien, Temoko Melet-Kone, a fait une déclaration au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il appelle à agir rapidement et collectivement contre le réchauffement climatique. Franck Quadio. À Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, entame des réflexions mondiales sur le climat. Les chefs d'État et de gouvernement prennent la parole et dans la constante de leur discours, un axe est retenu par tous, l'urgence de l'action climatique. C'est dans le même sens qu'abonde le vice-président Temoko Melet-Kone au nom du président Alassane Ouattara, prenant la parole à cette tribune dite segment de haut niveau. Nous devons agir rapidement et collectivement pour faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus destructeurs. En Côte d'Ivoire, les actions audacieuses sont en cours. Sans ces actions, notre PIB pourrait baisser de 13% d'ici 2050 et près de 2 millions d'Ivoiriens pourraient basculer dans l'extrême pauvreté. Il est clair que les conséquences économiques, sociales et sanitaires seront inévitables si nous demeurons passifs. C'est pourquoi, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays a pris des mesures fortes qui confirment notre engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette année, nous avons conclu avec le Fonds monétaire international la facilité pour la résilience et la durabilité et exploré, en collaboration avec de nombreux partenaires, dont la Banque mondiale, des solutions de financement innovants. La Côte d'Ivoire s'engage certes dans la résilience climatique, mais affiche aussi sa volonté d'intégrer le vaste marché, somme toute important, du carbone. Face à la gravité de cette situation, la Côte d'Ivoire appelle au respect des engagements pris lors de la COP28 et lors des conférences précédentes, notamment l'abonnement des fonds pertes et dommages et la mobilisation des ressources attendues par l'Afrique et les pays en développement pour mieux s'adapter au changement climatique. Mais au-delà, les grandes économies doivent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre pour faciliter l'accès aux technologies climatiques et accélérer le financement de la transition énergétique des pays en développement. Les acteurs significatifs du changement climatique dans le monde ont marqué leur détermination lors de cette cérémonie d'ouverture de la conférence mondiale sur le climat du Bakou. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n'est pas allé du dos de la cuillère. L'année 2024 et les beaux mois à venir seront des périodes climatiques drastiques, amplifiées par les catastrophes naturelles dues au changement climatique. La lueur d'espoir, selon lui, réside dans l'application des résolutions de la COP28 de Dubaï
Il s'agit entre autres de renoncer aux carburants fossiles, l'idée d'atteindre 1,5 degré Celsius. Pour leur part, l'astronaute Sunita Williams et le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, se sont réjouis de la forte mobilisation. 196 pays sont présents pour 72 000 participants, dont 80 chefs d'État et de gouvernement. Voilà, les débats sur le climat continuent à Bakou, en Azerbaïdjan. Nous sommes au 2e jour aujourd'hui et le rapport sur les efforts visant à freiner le réchauffement de la planète a été présenté. Cette COP29 est surnommée la COP du financement. La conférence de cette année vise à intensifier donc le financement climatique et à fixer de nouveaux objectifs pour aider les communautés les plus touchées à s'adapter au changement climatique. Grace Kando, Adam Sangaré sont nos envoyés spéciaux. La Côte d'Ivoire, citée en exemple à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, sur l'appropriation du rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement, publié et adopté par le gouvernement en 2023. Ce rapport se présente comme une référence pour les actions à entreprendre pour une lutte efficace contre les changements climatiques. Après la publication de ce rapport, c'est que le gouvernement de Côte d'Ivoire l'a pris à bras-le-corps et a décidé de travailler sur son implémentation en prenant ses priorités et en ayant des politiques en face de chacune de ces priorités. Parce que c'est ce qu'il faut pour que les gens aient des emplois et puissent vivre. Beaucoup d'énergie ont été dégagées, beaucoup de projets ont été dégagés et actuellement la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie en matière de lutte contre le changement climatique, surtout en termes d'adaptation de l'agriculture, en termes de transition énergétique avec la démultiplication des énergies renouvelables que nous voyons aujourd'hui avec la production d'énergie solaire. Ce rapport de la Banque mondiale prend en compte plusieurs secteurs, dont l'énergie, l'agriculture, le transport et l'environnement. Nos terres sont devenues moins productives. Nos agriculteurs produisent seulement pendant 4 mois. Notre agriculture dépend presque exclusivement de la pluie. Souvent, nous n'avons pas les quantités qu'il faut. Donc, le gouvernement est obligé de regarder cet aspect-là de la production agricole qui subit de plein fouet les impacts des changements climatiques. Au niveau des transports, par exemple, aujourd'hui dans le pays, nous nous déplaçons avec des véhicules qui sont animés par des moteurs à combustion. Donc on utilise des énergies non renouvelables. Aujourd'hui, le gouvernement a fait de telle sorte que la mobilité électrique soit effectivement de mise. Au dire des experts, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays en développement, est vulnérable au changement climatique. Si rien n'est fait, d'ici à 2050, environ 1 600 000 personnes vont basculer dans la pauvreté et le pays risque de perdre 13% de son produit intérieur brut. Voilà, et la Côte d'Ivoire promeut un environnement sain. Le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, vient de se doter d'un nouveau siège. Et ce siège est situé dans la commune de Cocody, Riviera-Bonemain précisément. Il a été inauguré par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce nouvel édifice offre un meilleur cadre de travail aux agents, nous rapportent Astou Soro et Jeanne Toubi. Dans un décor où voisinent des constructions à architecture variable dans le quartier de Bonemain, l'édifice se dresse avec majesté et impose le regard. C'est le nouveau siège du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution. Une fierté pour les agents de cette structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce nouveau bâtiment représente un nouveau départ pour nous parce que nous étions dans les environs de Gobelé et là-bas, vraiment, c'était pas commode le travail. Un peu à Toban, un peu à Lokogro, un peu au plateau. On tient à remercier Monsieur le ministre et le directeur du CIAPOL pour cet effort relevé. Le nouveau siège du CIAPOL est un bâtiment de type R+4 construit dans la géométrie de la modernité. Sa construction procède de la volonté du ministre Jacques Assaoré-Conan d'offrir aux agents du CIAPOL un cadre de travail agréable doté de toutes les commodités. Une motivation des agents à la performance, quoique certains services restent encore logés dans leurs anciens locaux, à l'exemple du laboratoire, le cœur des activités du Centre ivoirien anti-pollution. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir reconstruire un laboratoire digne du travail que fait une structure comme le CIAPOL et de renommée internationale. Les démarches sont en cours, nous avons le local, nous sommes en train de chercher l'accompagnement de bailleurs de fonds pour que nous puissions réaliser un laboratoire à la hauteur de nos ambitions.
Le SIAPOL, dans ses nouveaux locaux et pour renforcer son image et son positionnement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique mise sur la certification. Un défi pour lequel Jacques Assaroué-Kona engage le directeur général du SIAPOL et tous ses collaborateurs. Et je vous convie à un salon, c'est le salon des infrastructures d'Abidjan. Le 4e salon a ouvert ses portes aujourd'hui. L'enjeu majeur est d'amener les entreprises, les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage à s'approprier les nouvelles technologies et méthodes de construction. Ce rendez-vous devrait permettre de rester compétitif, nous rapporte Lansine Bakayoko. C'est parti pour la 4e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan. Technologie émergente et innovation dans l'industrie du BTP, c'est autour de cette problématique que les acteurs de la chaîne de valeur du génie civil échangent au parc des expositions d'Abidjan. Cette année, 4 grands secteurs d'activité sont au cœur de l'exposition: les infrastructures routières et les bâtiments, les réseaux électriques et les télécoms, les réseaux d'eau potable et les réseaux d'assainissement. Les défis sont nombreux. Ils sont pour l'essentiel liés à l'efficacité, la durabilité et la sécurité des processus de construction. Les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la modélisation de l'information du bâtiment BIM, l'impression 3D et les drones transforment notre manière de concevoir et de réaliser des projets. Imaginez un chantier où des drones survolent le site pour surveiller les avancements ou encore des imprimantes 3D capables de produire des structures en béton avec une précision et une rapidité inégalées. Les infrastructures, qu'elles soient construites avec des fonds publics ou des emprunts internationaux, doivent être réalisées pour satisfaire les populations tout en optimisant l'utilisation des ressources. C'est le lieu pour nos jeunes donc, de venir prendre contact avec les entreprises pour voir un peu les perspectives qu'ils peuvent avoir, mais aussi pour ceux qui sortent de l'école pour pouvoir donc prendre contact avec les entreprises et pouvoir trouver des emplois. La visite des stands a permis aux autorités de découvrir les équipements modernes et les technologies innovantes mises en place par les opérateurs nationaux et étrangers. On quitte la capitale économique pour nous rendre dans la capitale politique ivoirienne. Et là-bas, le forum de la diaspora concentre toute l'actualité. L'édition 2024 a démarré ce matin même. L'objectif est de mettre en place les conditions et les mécanismes d'accompagnement pour faciliter les projets d'investissement. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, appelle à rendre les collectivités territoriales plus attractives. Kader Sogodogo. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, et la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, font leur entrée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, qui accueille le forum de la diaspora ivoirienne. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, partenaire à l'organisation, plante le décor. En effet, un tel cadre de réflexion est une réelle opportunité pour établir le bilan de nos actions et renforcer les mesures nécessaires visant à faire de nos frères expatriés une force de proposition et un incontestable partenaire économique. Ce forum, voulu par Kandia Kamisoko Kamara, dont la représentation des Ivoiriens de l'extérieur est une mission clé, se veut un cadre où le pays tend la main à ses enfants pour son développement. La diaspora ivoirienne est une richesse inestimable pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est primordial de soutenir et d'encourager leur implication dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer ces compatriotes, femmes ou hommes politiques, loin de leur terre natale, mais si proches de nous en pensée et en action. Le haut patron de la cérémonie, le président de la République, à travers son représentant, salue la tenue de ce forum. Les réformes pour créer un cadre favorable à l'investissement en Côte d'Ivoire, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires et l'exploration des réserves de pétrole avec un contenu local, ne sont pas seulement destinés à attirer les investisseurs étrangers. Ces réformes sont conduites également dans l'intérêt de la diaspora ivoirienne. Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de ce forum ouvert
en présence de plusieurs présidents d'institutions, de nombreux ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'extérieur et une forte délégation de la diaspora ivoirienne. Et ils sont venus des 4 coins du globe pour répondre à l'appel de la Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Mais qui sont-ils au juste, ces Ivoiriens de l'extérieur? Où vivent-ils? Que font-ils hors de leur pays? Kadès Godogo en sait un peu plus. La diaspora ivoirienne est estimée à 1 240 000 personnes. Elle représente 5,4% de la population. On la retrouve dans tous les pays du monde, y compris la Turquie. Les Ivoiriens de Côte d'Ivoire en Turquie et en Géorgie peuvent participer significativement au développement de la Côte d'Ivoire dans la mesure où ils y font des études. Ceux qui sont employés auprès des entreprises turques peuvent donc capter des fonds pour la Côte d'Ivoire et contribuer ainsi significativement aux performances de l'économie ivoirienne. Cette diaspora ivoirienne a répondu à l'appel du pays pour ce forum qui lui est dédié. Depuis le Canada, la France et d'autres pays, les fruits de notre agriculture, notamment le cacao, rencontrent d'autres saveurs. Au Canada, nous avons de très grands consommateurs de chocolat. Et j'ai vu que jusqu'à présent, nous les Africains, on ne faisait qu'importer des fèves, exporter des fèves. Donc j'ai dit qu'il fallait transformer. Donc je fais du chocolat de couverture, je fais de la tartinade avec du sucre d'érable, je fais du chocolat chaud à base de poudre de cacao. L'objectif, c'est avoir l'unité de fabrication du Prestige Chocolat, du champagne au cacao, une belle recette champenoise nommée Prestige Chocolat qui va se faire ici en Côte d'Ivoire. Les difficultés liées à la migration des Ivoiriens dans l'humanitaire, en Italie et le reste de l'Europe. Chaque année, nous allons à la rencontre de la diaspora ivoirienne et nous primons les Ivoiriens de l'étranger qui se sont démarqués dans leur domaine d'activité respectif. C'est le prix Marie-Laure d'Ivoire. Nous luttons contre l'immigration clandestine. Comme on le dit, l'Eldorado, c'est ici et pas ailleurs. Ça, c'est le leitmotiv des Marie-Laure d'Ivoire. Nous invitons les diasporas à revenir investir ici au pays afin de participer ensemble au développement de notre très cher contrée. Balafon, au fil des années, s'est spécialisé dans l'accueil et dans l'assistance aux migrants. Nous accueillons environ 600 adultes dans nos centres, j'appelle centres des appartements, que nous mettons à la disposition de ces personnes-là. Et nous avons aussi une cinquantaine de mineurs étrangers non accompagnés. Toutes ces personnes ne proviennent pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais proviennent d'une trentaine de nations dans le monde entier. Le forum de la diaspora ivoirienne, à l'initiative du Sénat et du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, va enregistrer également des panels. Voilà, ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui rayonnent à l'extérieur et qui font flotter fièrement le drapeau ivoirien. Et la République n'oublie pas les familles des victimes du tragique accident survenu. Vous vous souvenez, dimanche dernier, à quelques kilomètres de Gagnoa, le bilan fait état d'une vingtaine de morts et 9 blessés. La ministre Miss Belmondo s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation des blessés et exprimer la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Godfrey Kambawa, Michel Mambo. Selon les témoignages, c'est aux environs de 19h de ce dimanche 10 novembre qu'un mini-car avec à bord des personnes qui rentraient de mariage de Mayo est rentré en collision frontale avec un autre d'une compagnie de transport. 23 morts et 9 blessés pris en charge au CHR de Gagnoa. La majorité des personnes décédées est d'origine burkinabé, selon le consul général du Burkina Faso, à Soubré. Informée, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo, est allée sur les lieux pour exprimer la compassion du gouvernement aux familles des victimes. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts qui sont consentis, remercier M. le préfet de région pour tout ce qui a été fait, l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour prendre en charge vraiment les blessés et remercier également la mairie qui a pu en tout cas déterminer un espace pour l'inhumation. Nous remercions en tout cas Madame le ministre et à travers elle l'ensemble du gouvernement ivoirien. Nous avons adressé les mots de compassion au consul et aux représentants des Burkinabés à Gagnoa, nos mots de compassion à la chefferie du Bognois qui accueille nos frères burkinabés dans ce village-là,
nos mots de compassion à toute la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Le gouvernement se devait d'être à côté de cette communauté sœur pour l'aide du Yako, ce que nous avons fait ce jour au nom du président de la République. À la suite de cette visite, la ministre Belmondo Dogo a offert la somme de 3 millions de francs CFA pour l'inhumation des personnes décédées. Voilà la République qui est solidaire donc des familles des victimes du tragique accident survenu dimanche dernier à quelques kilomètres de Gagnon. Un reportage réalisé par Godfrey Kambawa et Michel Mambo Sogodogo. Le bien-être des hommes ou encore la santé masculine, on en parle tout ce mois de novembre. Novembre bleu, vous vous souvenez, c'est consacré à la lutte contre le cancer, notamment le cancer de la prostate. Le ministère de la Communication s'engage activement dans la lutte. Une séance de dépistage à l'endroit du personnel est menée en partenariat avec le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Jamagagi, Joël Gomez. Les agents du ministère de la Communication sont en consultation. Ils subissent des prélèvements pour un dosage de l'antigène prostatique spécifique. Ce test sanguin permettant de détecter précocement le cancer de la prostate. Cette séance de dépistage initiée par le ministre Amadou Koulibaly s'inscrit dans le cadre de la campagne sanitaire Novembre Bleu, mois de sensibilisation contre les cancers masculins. Ce qui se fait aujourd'hui dans certains centres avec des prix très élevés, si le ministre a pensé à ses agents, tous ces agents se sont déplacés, c'est pour moi une grande joie. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, a enregistré plus de 2000 cas de cancer de la prostate en 2020. Au vu de ce constat, le ministère de la Communication compte s'impliquer à long terme pour une tolérance zéro contre cette pathologie. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage, nous l'avons organisée avec le Centre national de radiothérapie d'oncologie d'Abidjan. La stratégie nationale ivoirienne de lutte contre le cancer prend en compte les hommes de plus de 40 ans. C'est ce que nous avons fait. Donc tous ceux au sein du ministère qui ont plus de 40 ans ont été invités à venir se faire dépister de façon à ne pas se laisser surprendre par cette pathologie. Je suis persuadé que chacun de mes agents va en parler autour de lui et peut-être encourager ses proches à se faire dépister. Au niveau du ministère de la Santé, il y a des initiatives qui sont prises aussi. Il faut qu'on arrête d'avoir peur des cancers. Cette séance de dépistage contre le cancer de la prostate est l'une des actions majeures du ministère de la Communication dans cette campagne de Novembre Bleu. L'État s'occupe de notre bien-être. Les établissements sanitaires publics sont en train d'être équipés de scanners et d'IRM, imagerie à résonance magnétique. Et les 3 CHU d'Abidjan sont concernés. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a visité les installations. Didier Nguessan, Goël Jumez. CHU d'Angré, le ministre de la Santé Pierre Demba visite les chantiers d'installation des scanners et des imageries de résonance magnétique IRM. Seconde escale, le CHU de Cocody, où l'état d'avancement du chantier est expliqué au ministre. Dans cet autre bâtiment, le dispositif d'imagerie est déjà posé. Il ne reste plus que son raccordement aux terminaux de contrôle pour la transmission des données. Pierre Demba dresse le bilan d'avancement des travaux d'équipement. Le chef de l'État a ordonné plusieurs travaux sur l'ensemble du territoire pour non seulement réhabiliter nos infrastructures, améliorer les plateaux techniques et renforcer notre système de santé. Les travaux sont globalement autour de 70%. La fin des travaux est prévue pour la fin de ce mois. Donc je reviendrai pour l'inauguration et d'autres investissements sont en cours pour renforcer notre capacité en oxygène et j'en passe. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous préparons non seulement à avoir un système qui soit capable donc de répondre pour faire face aux épidémies, mais en même temps qui renforce notre capacité de prendre en charge les malades. Ce sont 11 IRM et 19 scanners de dernière génération dans l'ensemble des établissements sanitaires publics. 10 milliards de francs CFA. Ces plateaux techniques médicaux sont financés grâce aux fonds alloués dans la lutte contre la Covid-19.
Reportage réalisé pour vous par Didier Nguessan et Joël Gomez. L'opération de révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au dimanche 17 novembre prochain. Les partis politiques, vous allez le voir, s'activent sur le terrain. Le coordonnateur régional adjoint du RHDP dans le Gontougo mobilise les populations pour la révision de cette liste électorale. Godfrey Okambawa. Le coordonnateur régional adjoint du RHDP dans le Gontougo poursuit sa tournée sur le terrain afin d'inciter les populations à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Meïsan Kofi Noël, secrétaire départemental Bondoukou Ouest, a effectué pendant 2 semaines une tournée d'information et de mobilisation. Près de 20 localités de la sous-préfecture centrale, de l'arrière-Zanzan ainsi que les quartiers de la commune sont visités. Je constate que dans beaucoup de nos zones, l'information n'est pas totalement partagée. Et donc notre action a contribué à donner l'ensemble du process par lequel les personnes en âge de voter peuvent aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est un droit citoyen et les populations doivent se mobiliser. Et ce que nous devons, c'est mobiliser les populations pour qu'elles puissent s'inscrire sur la liste électorale, pour qu'au moment venu, lors des élections, elles puissent exprimer leur soutien à un candidat. Notre rôle, c'est de donner l'information pour que les Ivoiriens qui sont en âge de voter puissent effectivement s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est ce à quoi nous nous attelons depuis pratiquement 10 jours que nous sommes dans la région. La délégation du coordonnateur régional adjoint du RHDP dans le Gontougo a également eu des rencontres d'échange avec l'encadrement politique des départements Est et Ouest. On se rend dans la région de Unzi où on prône la paix et le vivre ensemble. 2 chefs de village ont été investis. C'était en présence du ministre Amédée Kofi Kwaku. On en parle avec notre reporter Mama Traoré. Sur la place publique du village d'Assika Kolesou, département de Bokanda, région d'Unzi, Nanan Kouadio Anatole est investi dans ses nouvelles fonctions de chef du village. Il reçoit son arrêté de nomination des mains de l'autorité préfectorale. La cérémonie se tient en présence d'une délégation de l'Association des élus et cadres du Centre pour le développement, ACCD RHDP. À quelques kilomètres de là, toujours dans le département de Bokanda, la CCD RHDP vient soutenir le début de règne de Naman Abo Isui II dans le village de Bengassou. Chacune de ces occasions est mise à profit par Amédée Kofi Kwaku, président de la CCD RHDP, pour prôner l'idéal du vivre ensemble et de développement du président Alassane Ouattara. Ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est d'abord la cohésion, c'est d'abord l'entente. Les Ivoiriens veulent que tous les hommes politiques soient ensemble. Parce que 2025 arrive. Et pour 2025, il faudrait que notre pays soit en paix. Parce que ces populations, au-delà de tout ce qu'elles veulent, c'est le développement. Et le président Alassane Ouattara donne déjà le développement. Pour preuve, Amédée Kofi Kwaku a profité de son passage à Bokanda pour poser la première pierre du futur centre de santé rural d'Assadé-Inkro. Fait le lit du développement. La région du Béré a désormais un outil pour impulser le développement. L'ONG Aimé Makono a lancé officiellement ses activités. Cette organisation non gouvernementale se veut le creuset de rassemblement des filles et fils autour du développement de Makono. Ce recornable reportage. Place Moussa Bazar de Makono, lieu de rassemblement des filles et fils de la localité venue de toute la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ils sont présents pour porter sur le fonds baptismaux l'ONG Aimé Makono, une organisation non gouvernementale qui veut faire du développement local sa priorité en intervenant dans plusieurs domaines. Nous œuvrons pour le développement des routes, des ponts et des réseaux d'eau et d'assainissement. Nous sommes engagés à aider les enfants défavorisés et à fournir une formation professionnelle aux jeunes ainsi qu'aux adultes. Au vu de son engagement pour le sort de la capitale du Béré, les cadres adhèrent et attendent beaucoup de l'ONG. On attend que l'ONG également soit l'effet incubateur du développement à Makono. Construction d'un palais de justice, d'un stade omnisport, d'écoles primaires et de collèges. Subvention des projets, financement et accompagnement des jeunes, des femmes et des agriculteurs. Des projets à court, moyen et long terme de l'ONG Aimé Makono. Pour l'atteinte de ces objectifs, son président Ibrahima Cissé appelle à l'union et à la cohésion. La volonté de l'ONG Aimé Makono d'améliorer le quotidien des populations s'est traduite en actes concrets avec un don d'une ambulance, un véhicule médicalisé au centre de santé rural des Fizalouma et des villages environnants.
Un drame est survenu malheureusement dans une prison en Équateur. Pas moins de 15 détenus ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessés lors de nouveaux affrontements entre bandes rivales. Les prisons équatoriennes sont le théâtre d'affrontements entre des gangs rivaux de trafiquants de drogue qui ont fait des centaines de morts depuis 2021. Voilà, et nous allons terminer en images par l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan. Le chef de l'État a regagné la capitale économique ivoirienne ce mardi après un séjour en France. Il a été accueilli donc à son arrivée par le Premier ministre Robert Bekré-Mambé et par plusieurs membres du gouvernement. Fin de ces 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h. Demain, 13h, vous avez rendez-vous avec Marine Oconian. Très belle soirée. Continuons de chérir la paix partout. À demain, 20h.